Les autorités policières et judiciaires de la Croix-des-Bouquets ont intensifié les actions en vue d'empêcher la recrudescence de l'insécurité dans la région. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de cette ville, maître Maxime Augustin, s'indigne des récents actes de violence et promet que les malfrats seront appréhendés. L'assassinat, le week-end écoulé, d'un employé du ministère des Finances, M. Salomon, et de son enfant avait provoqué l'émoi. M. Salomon, un ancien policier, s'était retrouvé en face d'un groupe de bandits qui venaient de réaliser un braquage et de perpétrer un assassinat. Les auteurs du crime n'ont pas été appréhendés, mais le chef du parquet assure que les investigateurs sont sur la bonne piste. Des rencontres se multiplient entre le nouveau directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Rockefeller Vincent, et les employés de cette institution en vue de continuer à garantir sa bonne marche. En effet, plus de 72 heures après son installation, les activités fonctionnent à la normale. C'est le constat fait par Métropole lors d'une visite ce lundi à l'ULCC. Suivez le reportage de Rudolph Pierre-Louis. Nous sommes devant les locaux de l'unité de lutte contre la corruption. Quelques semaines après le départ de Maître Claudie Gassin en tant que directeur général de l'ULCC, comment se présente l'ambiance aujourd'hui avec un nouveau directeur général à sa tête? À la rue Sapoti, de nombreux véhicules sont remarqués comme à l'accoutumée, ce qui atteste que les employés de l'ULCC sont venus travailler normalement ce lundi. Frapper avant d'entrer, une tradition qui conserve toute sa valeur dans cette institution étatique. Nous sommes accueillis par des agents de sécurité, l'ambiance qui règne sur la cour est plutôt calme. La plupart des employés sont à leur poste de travail, mais quelques-uns font des va-et-vient. Tout paraît normal, semble-t-il, 5 jours après la révocation de Maître Claudie Gassin. Rockefeller Vincent, son successeur, multiplie les rencontres selon certains fonctionnaires qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat. Un directeur général part, un autre arrive. Ici, pas de mouvement de protestation comme c'est souvent le cas dans des institutions étatiques. À l'ULCC, règne un silence de mort. Le 16 janvier, rappelons-le, l'unité de lutte contre la corruption ouvrait grand ses portes et à cette occasion, son directeur général se faisait photographier avec le président de la République Jovenel Moïse qui, 7 jours plus tard, le destituait. Ainsi va la gloire du monde. David Basile a dirigé l'ULCC pendant plus de 2 ans, alors que Maître Gassin a passé seulement 2 mois. Qu'est-ce qui explique ce grand écart entre les directeurs généraux? C'est la question que plus d'un se pose. Toutefois, les différents projets entretenus par Maître Gassin auront-ils une suite? Par exemple, nous sommes le 27 janvier, dans 4 jours, ce sera le 31, date qui marquera le dernier délai en ce qui concerne la déclaration de patrimoine. Rockefeller Vincent donnera-t-il une suite à ce dossier ou les hauts fonctionnaires de l'État pourront-ils enfin essouffler? Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Un ordinateur et un véhicule sont les seuls matériels restitués 1 semaine après la publication d'une note par le secrétaire général du Sénat. En conférence de presse ce 27 janvier, le président du Grand Corps, Pierre-François Sildor, réaffirme sa volonté de respecter et de faire respecter ce que dit la loi, tout en soulignant la nécessité pour le bureau qu'il dirige de faire un inventaire exhaustif des matériels appartenant à l'institution. Par ailleurs, le sénateur Sildor en a profité pour parler de la formation du prochain gouvernement et de l'organisation des élections tant souhaitées par l'administration américaine. Chaque année, la Cour supérieure des comptes fait obligation à toute institution, l'État, de donner son inventaire et pour remettre le 31 octobre. Mais malheureusement, en période de crise, l'inventaire ça n'a pas fait ici. Là. 31 octobre, nous connaissons, c'est là, pas fonctionner. Et nous lançons maintenant une prise d'inventaire pour 2 raisons. D'une part, pour nous obtempérer. Ça la loi dit et que le supérieur compte demander. Maintenant, c'est le tout comme un inventaire exhaustif de prise de charge, de prise de fonction. Parce que nous faisons rentrer, il faut que nous maintenant qui ça qui gagne et l'embralé nous dit qui ça me quitte. Donc, il y a un inventaire exhaustif qu'a fait, surtout les biens du Sénat, qui parle de compte maintenant de machines et l'autre question. Donc, c'est 2 ça qui est en cours, 2 processus qui est en cours. Et nous quittons ça pour la presse, que nous avons ça maintenant là pour demander.
Et notre maintenant docteur René Gilles aussi, hein, comme secrétaire général là, livré, c'est une note qui est réelle. Et un matériel comment c'est tout. Donc, non pas c'est son processus qui est normal. C'est pas un bagage, la petite bête qu'on va chercher, c'est la routine, c'est une routine administrative que doit en fonction, où tu bien l'État la mort de façon temporaire, au remettre. Tous les sénateurs qui vont en fin de mandat, ils ont demandé pour retourner le matériel. Même quand au niveau du gouvernement, on a entendu le président de la République qui parlait plusieurs fois d'un gouvernement d'union nationale. Et on entendait maintenant l'autre acteur politique tout parler de gouvernement ça, et rien que parler de accord politique tout. Nous avons été approchés, pas en tant que président du Sénat, mais à titre de sénateur, des gens qui expliquaient nous un accord politique à essayer de joindre pour sortir. Mais là encore, on ne s'entend pas trop. Parce qu'il y a une école de pensée, un courant qui t'a voulu que un gouvernement sorti à partir d'un accord politique. Il y a un accord politique qui va prendre trop de temps pour le faire. Donc il faut y aller une stratégie à deux vitesses. Un accord minimal qui bat un gouvernement consensuel, qui travaille maintenant sur un accord politique pour arriver à une solution plus ou moins définitive et apaisante sur la crise politique. Et toutefois qu'un gouvernement pas tablé maintenant sous socle démocratique, c'est-à-dire les institutions représentatives, c'est-à-dire le Parlement, d'autant plus 50e législature, la caduque, et il y a 2 tiers au Sénat qui allaient, même si maintenant il y a un tiers qui est encore en contestation. Donc c'est sûr que maintenant c'est des signaux qui montrent que maintenant on a prêté compte sur ça et qu'il faut nous retourner maintenant sur toute sorte démocratique, tout chemin qui va à la démocratie. Donc ce que l'État Pompeo, c'est un souhait le fait et je pense que c'est un bon souhait. Nous-mêmes tous, nous avons aimé que un gouvernement représentatif dans le pays qui a amené maintenant une forme d'apaisement politique qui permettent que la vie reprenne normalement dans la société, qui permettent que le peuple haïtien réconcilie avec tête et chercher chemin vivre ensemble. Des mesures préventives sont en cours afin d'éviter la propagation du coronavirus sur le territoire. L'annonce en a été faite ce lundi par le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, le docteur Lauré Adrien. Monsieur Adrien a fait savoir qu'une attention spéciale sera accordée à l'aéroport Toussaint-Louverture où un questionnaire sera disponible pour des voyageurs qui présenteraient les caractéristiques d'un éventuel porteur du virus. L'infectiologue Jude Jean-Jacques tente de rassurer. Le spécialiste a expliqué que ce type de maladie tue principalement les personnes mal soignées, faibles, âgées ou souffrant au préalable de certaines pathologies. Le docteur Jean-Jacques a précisé que ces symptômes sont les mêmes que ceux de la grippe avec quelques épisodes de diarrhée. Le coronavirus, c'est l'autre neurobalie, c'est le virus à couronne. Il est sorti dans une famille qui est le coronavirus, groupe 4, et il y a plusieurs types là-dedans. Et il y a qui infecté directement l'homme, il y a un taux qui est d'origine animale. La transmission de l'homme à l'homme est quasi permanente, parce que même si c'est une transmission d'origine animale, et puis nous autres nous attraper, nous n'avons qu'à transmettre à l'autre monde. Il y a une catégorie que nous attrapons directement, que généralement nous rencontrons dans les infections du tractus respiratoire supérieur, et de façon courante. Ok, nous avons une fièvre, une nose, une cap coulé, une gorge fait mal, une myalgie, douleur musculaire, et puis une douleur dans l'articulation auto. Ce qu'on a là maintenant est beaucoup moins. Et son taux de létalité est beaucoup moins élevé que ce qu'on avait avant. En pile fois, et en pile monde qui mourit ça, c'est des gens qui ont gagné des temps préexistants. Ok, donc je dis le fait que moun ait à travers le virus là, moun nan mou, dit que c'est ça. Mais il y a eu d'autres facteurs. Par exemple, et pour le MERS-CoV ou bien le SARS-CoV, on a découvert que c'était des patients qui étaient en âge très avancé. Il y avait également des petits-enfants. Il y avait des patients qui avaient des problèmes cardiaques également. Donc, ce n'est pas uniquement le virus qui était le seul facteur de ces cas de décès. Différence qu'il y a entre
coronavirus qui causait un syndrome grippal banal au niveau du tractus respiratoire supérieur. Avec cette loi-là, c'est que yo-même, yo ka aller à infecter voie respiratoire basse et aller jusqu'à causer une pneumonie. Et symptômes yo beaucoup plus sévères. Donc c'est pour ça et yo-même yo ka entraîner des cas de décès beaucoup plus faciles que les autres souches. 3 souches ça yo gagnent une capacité pour non seulement atteindre le tractus respiratoire là et également le tractus digestif là. Donc automatiquement que les souches ça yo ka attaquer atteindre le tractus digestif là, ça veut dire que et on peut gagner une infection qui cabore des nausées, vomissements, pas vrai? Qui cabore diarrhée et moun n'a toussé en pile, donc son monde qui est arrivé déshydraté. Donc si moun n'a pas recevoir soins nécessaires à temps, donc déshydratation ça, ok? Car maintenant, disons que son monde qui était déjà en défaillance cardiaque, etc. Donc les cas viennent gagner qui ont un problème cœur. Donc, on a développé une défaillance cardiaque et puis, s'il va recevoir soin à temps, il mourit. Mais ce n'est pas en soi le virus qui va tuer. Tu comprends? Donc, une fois que on a reçu les soins nécessaires, il réhydrater à temps, il recevoir un médicament et pour combattre les symptômes à temps, eh bien, c'est le décès, ça va être très difficile. Le chef de l'État réitère sa détermination à rechercher le consensus au cours de la seconde moitié de son mandat. Il insiste sur la nécessité d'édicter un décret pour planifier l'organisation des prochaines élections. Lors de la 2e édition du débat communautaire à Kinskov, le président Moïse a exprimé son opposition au projet de transition politique proposé par l'opposition. De l'avis du chef de l'État, ces périodes constituent des sources de corruption pour les élites. Il a une nouvelle fois dénoncé une partie de l'oligarchie économique impliquée dans la contrebande, la surfacturation et l'évasion fiscale. M. Moïse promet de poursuivre sa stratégie visant à récupérer les ressources financières de l'État au bénéfice de la population. Par ailleurs, il a plaidé pour une profonde réforme constitutionnelle, faisant valoir que la Constitution est source de conflits entre les 3 pouvoirs.